Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Faire connaître la riche culture de l'islam en Afrique, c'est tout le sens de l'exposition qui a démarré aujourd'hui à l'Institut du monde arabe à Paris, intitulée de Tombouctou à Zanzibar. C'est avec beaucoup de fierté que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux côtés de son homologue français, a pris part à cette cérémonie. La haute autorité de la communication frappe fort. La HAC a annoncé aujourd'hui la fermeture très prochaine de 47 radios privées en porte-à-faux avec les textes. Cette annonce a été faite ce matin à l'ouverture officielle de la première session 2017 de la structure. Coup d'envoi aujourd'hui à Bamako de la 4e édition du Salon de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rendez-vous des entreprises publiques, privées et écoles et centres de formation constitue une véritable opportunité d'offre d'emploi et de formation professionnelle. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations de Tombouctou à Zanzibar. C'est l'intitulé de l'exposition Les trésors de l'islam en Afrique, inaugurée ce matin à l'Institut du monde arabe à Paris. 3 chefs d'État africains, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta, ont pris part aux côtés du président Hollande à l'inauguration de l'exposition. 3 chefs d'État dont le rôle de l'avis même du président français a été déterminant dans leurs pays respectifs, mais aussi en Afrique. L'exposition Trésor de l'islam est consacrée aux liens étroits tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Envoyés spéciaux à Paris, Adama Kamara et Yaya Konaté. C'est une invitation à un voyage à travers 13 siècles d'échanges culturels et spirituels entre l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient. Et pour l'inaugurer, 3 chefs d'État africains aux côtés de leur homologue français François Hollande. L'exposition Trésor de l'islam en Afrique, initiée par l'Institut du monde arabe, interroge en effet les processus de transmission et d'appropriation de l'islam par les peuples africains. Du Maroc au Sénégal, de l'Éthiopie au Kenya, en passant par le Mali, un gros plan sur l'islam dans sa diversité avec pour le président Hollande un gros enjeu politique. Cette exposition, c'est à la fois pour montrer les dangers de l'extrémisme, du fondamentalisme et aussi de la dictature, mais aussi pour montrer que l'islam est un islam de tolérance et de liberté. Un islam de tolérance et de liberté, une vision qui cadre bien avec celle du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui ce que l'exposition retrace n'est que la vérité et la réalité de l'islam, toute de paix et de créativité, des origines à nos jours. Je crois que je ne fais plus que paraphraser ce que Hollande a dit. Il y a un islam unique, et un islam de tolérance, un islam de convivialité, un islam d'entente et de compréhension entre les peuples. Celui-là que nous pratiquons chez nous, le rythme malékite. Je crois que c'est ce qui est célébré ici, aujourd'hui, à travers les manuscrits, dont on a dit encore une fois le courage fabuleux avec lequel ils ont pu être sauvegardés à Tombouctou, dans un temps où ce n'était pas facile, où les gens risquaient leur vie à le faire. Et également l'apport à la science et à la culture mondiale, universelle. Imaginez un peu Tombouctou, Djinguelébert, université fabuleuse où l'astronomie, la médecine étaient enseignée. Et j'ai souvent dit, on ne sait pas assez qu'un chirurgien d'origine tombouctienne a opéré de la cataracte le dauphin de France ou Henri IV, Anselme d'Izaguier. On ne sait pas assez, il faut le dire. Donc il y a un échange fécond, très profond, entre notre pays, la France et l'ensemble du monde musulman depuis très longtemps. Et fameux voyage de
Kankou Moussa, qui reste dans les annales encore, et qui est célébré sur l'Atlas catalan d'Abraham Cresques, qui est la première figuration de notre pays sur une carte qui date de 1375, indique bien cela. On voit le souverain du Mali sur son trône, son sceptre, sa couronne. Et l'inscription latine, c'est ici que règne Moussa, souverain du Mali, pays d'ici prospère, que l'or y coulerait comme un fleuve. Moi, j'aimerais bien qu'il coule comme un fleuve aujourd'hui. Plus de 300 œuvres issues souvent de collections que le public aura l'occasion de découvrir pour la première fois en France seront exposées ici pendant plus de 3 mois. Parmi elles, des manuscrits de la bibliothèque Mama Aïdara de Tombouctou que le président malien redécouvre ici à Lima, non sans émotion. Beaucoup d'émotions quand j'imagine ce qu'il aura fallu de courage à ceux qui ont eu le courage de le faire. Ce n'était pas évident. Et beaucoup de respect aussi, et d'estime, et de fierté. Le voyage inaugural des chefs d'État aura duré près d'1 heure, mais de Tombouctou à Zanzibar, l'aventure continue pour le grand public au siège de l'Institut du monde arabe. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de condoléances du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue sénégalais Macky Sall. Message ainsi libellé. Le peuple et le gouvernement de la République du Mali sont profondément attristés par l'incendie meurtrier qui s'est produit le mercredi 12 avril 2017 à Médina Gounass, occasionnant la mort de nombreuses personnes et fait plusieurs blessés. En cette douloureuse circonstance, j'adresse à votre Excellence, au peuple frère du Sénégal ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus émues. Je formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute fraternelle considération, signé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, président du Conseil des ministres du G5 Sahel, est à Addis Abeba pour prendre part à la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel créée par les chefs d'État de l'organisation lors de leur sommet tenu à Bamako le 6 février 2017. Le ministre Abdoulaye Diop conduit une importante délégation. Commentaire Rachel Tessougué. La force conjointe du G5 Sahel a le soutien indéfectible de l'Union africaine pour son opérationnalisation. Le G5 Sahel a pour mandat de lutter contre le terrorisme, le crime organisé, les trafics d'êtres humains dans l'espace G5 Sahel pour une période initiale d'1 an renouvelable. Ce mandat concerne un certain nombre d'opérations, notamment les opérations militaires conjointes dans le but de combattre et d'empêcher une expansion des activités terroristes et des réseaux de criminalité transnationale organisée. Sous le mandat, nous devons également conduire des patrouilles, prévenir tout transfert d'armes et de soutien à des groupes et réseaux, mener des actions dans le domaine du renseignement, de la protection des droits humains, de l'action humanitaire et de l'assistance aux populations et de la communication. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, président du Conseil des ministres du G5 Sahel, compte sur la rapidité et l'efficacité du G5 Sahel. Son succès, vous l'avez deviné, dépend surtout de la rapidité avec laquelle nous pourrons mettre en place l'ensemble des mécanismes de réponse qui sont proposés, conformément aux priorités qui ressortent du concept d'opération. La force conjointe du G5 Sahel doit permettre de concrétiser la volonté commune des chefs d'État de mutualiser les efforts dans la lutte contre les menaces sécuritaires en vue de créer un environnement favorable au développement socio-économique dans notre espace commun. Un reportage de Rachel Tessougué. Le Mali, le Burkina Faso et le HCR au chevet des réfugiés maliens installés au Burkina Faso. La réunion tripartite se déroule pour la 5e fois et devrait examiner la situation des réfugiés et définir de nouvelles perspectives en vue de leur rapatriement volontaire dans un cadre confortable, nous dit Alousseini Touré. Cette 5e réunion tripartite fait le point de la situation des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso d'une part, et la situation dans les régions d'accueil des personnes revenues au pays, d'autre part.
Mais le défi sécuritaire reste énorme et constitue le véritable frein au déploiement humanitaire. Le gouvernement du Mali et ses partenaires ne baissent pas les bras. La sécurisation des axes empruntés par les rapatriés et les zones d'accueil restent quand même des préoccupations majeures, et ce, malgré les progrès de la mise en œuvre de l'accord de paix. Par ailleurs, nos pays sont confrontés au défi de la raréfaction des ressources alors que les différentes crises jettent chaque jour des populations sur les routes de l'exil. Le Burkina Faso est parti aux différentes conventions régissant la question des réfugiés. C'est fort de ses engagements internationaux et en vertu de son hospitalité qu'il accueille régulièrement des demandeurs d'asile d'origine diverses malgré la modicité de ses moyens. Le programme d'urgence, de relance et de développement des régions du Nord a permis dans sa zone d'intervention la réhabilitation de l'administration au niveau local et régional à travers la réhabilitation, la construction et l'équipement mobilier de bureaux de 434 bâtiments administratifs. Le gouvernement du Mali et ses partenaires sont déterminés à rendre opérationnel le plan de travail élaboré par la commission tripartite. Suite à la formation du nouveau gouvernement, nous vous proposons la réaction d'un politologue. Il s'agit du professeur Mamadou Samaké. Il est au micro de Moussa Fane. L'urgence aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit très rapidement restaurer la confiance entre eux et les partenaires sociaux. Une des premières priorités du Premier ministre a été de rendre visite à deux structures hospitalières et de prendre langue avec les principales centrales syndicales. Mais à entendre la conférence de presse du syndicat, il semble qu'il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Tous les départements de souveraineté conservent, à l'exception de l'administration du territoire et de la défense, qui ont eu des glissements de chaises, sur le titulaire de la défense étant devenu Premier ministre, et celui de l'administration territoriale étant devenu ministre de l'Éducation. En réalité, tous les départements de souveraineté gardent leur titulaire. Ça voudra dire que le gouvernement maintient le cap face aux enjeux, aux défis auxquels la nation est confrontée. Les droits de l'homme sont une quête permanente. Je crois que c'est par souci des droits de l'homme que l'insurrection populaire de 91 est intervenue, qu'on a appelé révolution du 26 mars. Donc ça, c'est une quête permanente. La réforme de l'État, elle est d'actualité. Elle a été hier et elle est encore beaucoup plus avec l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Voilà, à suivre donc dans nos éditions de demain, la réaction des partis politiques. La cérémonie de passation entre les différents ministres, c'est ainsi qu'il y a eu la passation entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Mamadou Ismaël Konaté, qui avait en charge le volet droits de l'homme, et le ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État, maître Kassoum Tapo. Même exercice entre Sambel Bana Diallo, ministre sortant de l'aménagement du territoire, de la population, et M. Amadou Adama Tiemogo Diara, ministre entrant. Activité similaire donc entre Marie-Madeleine Togo, ancienne ministre de la Santé, et le professeur Samba So. Passation également de service entre le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme sortant, M. Ousmane Kone, et le ministre donc entrant. Il s'agit de Mohamed Ali Bachili. Le Bureau national de la convergence pour le développement du Mali, CODEM, félicite le président de la République, chef de l'État, pour le remaniement ministériel tant attendu et le choix du Premier ministre, chef du gouvernement au sein de la majorité présidentielle. Le Bureau national donc prend acte de la confiance renouvelée au président du parti, M. Ousseini Amion Guindo, et le soutien pour la réussite des missions à lui est confié. L'association des vétérinaires et ingénieurs d'élevage diplômés de l'IPR de Katibougou et l'association Mali
Kundo se félicite de la nomination du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Elles se réjouissent des pourparlers engagés par le chef du gouvernement avec les syndicats de la santé et de l'éducation pour mettre fin à ces grèves. Et puis la coordination des associations et ONG féminines du Mali, sa représentation régionale de Ségou, a pris avec joie la nomination de Mme Traoré Oumou Touré comme ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La MINUSMA a remis ce matin au médiateur de la République 1000 exemplaires édités des actes de l'espace d'interpellation démocratique EID, ce qui doit permettre de mieux sécuriser ces documents. Reportage Daouda Sidi Kidjara. Reconstitution de la mémoire institutionnelle de l'espace d'interpellation démocratique, 1000 exemplaires des actes de CEID ont été remis au médiateur par la MINUSMA. En soutenant l'impression des actes de l'EID, la MINUSMA et l'autre commissariat espèrent que ces actes puissent contribuer à la reconstitution de la mémoire collective du peuple malien dans ses échanges et relations avec l'administration publique. L'édition des actes de certains espaces d'interpellation démocratique fait suite à une recommandation de l'EID de 2014, toute chose qui vise l'amélioration du fonctionnement de cet espace et de ses mécanismes. C'est pourquoi le médiateur a décidé que ce service procède à la reconstitution de la mémoire institutionnelle de l'EID. Des opérations de recherche, de collecte et de reproduction ont été menées par mes services. Toutes ces démarches ont abouti évidemment à l'édition des actes que nous recevons aujourd'hui. Il s'agit des sessions de l'EID de 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015. Selon les chargés des affaires politiques, la MINUSMA demeure engagée auprès du Mali, cela dans l'optique globale de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Un institut Confucius sera bientôt opérationnel à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. La création de cet institut dédié à l'apprentissage de la langue chinoise est le fruit d'un partenariat entre l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako et l'Université Foresterie Sud-Ouest de Chine. Reportage Nouhoum Sissoko. Un mémorandum a été signé en novembre 2015 entre l'ULSHB, Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, et l'Université de Foresterie du Sud-Ouest Chine. À travers ce mémorandum, les deux parties entendent promouvoir la coopération interuniversitaire dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique. C'est dans cette optique que la partie chinoise s'engage à la mise en place d'un institut Confucius à l'ULSHB. Un institut qui va permettre au Mali de former sur place des compétences en langue chinoise. Les gens ils vont d'abord acquérir la langue et ils pourront certainement aller faire des études de médecine, de philosophie, de ceci, de cela. Ce partenariat interuniversitaire vise la formation d'étudiants maliens afin de faire face aux besoins des entreprises chinoises de la place, mais également au développement du Mali. Le Mali, dans son processus de développement économique et social, c'est dans ce cadre qu'un besoin pressant se ressent dans le cadre des ressources humaines, notamment dans le domaine linguistique. Avec la création de l'Institut Confucius, ce vide-là sera comblé. Les universitaires maliens et chinois doivent élaborer des outils pédagogiques adaptés aux réalités maliennes. Ils vont entretenir un cadre de collaboration avec les entreprises pour une meilleure adéquation, formation et besoins du marché de l'emploi. De l'université à l'emploi, Igna Kempa, oui, le salon de l'emploi et de la formation professionnelle a démarré ce matin à Bamako. Rendez-vous des entreprises publiques, privées, écoles et centres de formation. Le SAFEP se veut une opportunité d'offre d'emploi et de formation professionnelle en favorisant la rencontre entre pourvoyeurs et chercheurs d'emploi. Le thème de cette 4e édition est axé sur l'offre d'apprentissage des métiers de formation professionnelle et d'emploi. L'initiative est de l'agence NATO Communication. Sira Bachili nous amène à la découverte de ce salon 2017. Suivez.
Le Salon de l'emploi et de la formation professionnelle ouvre ses portes aux jeunes à la recherche d'emploi et de formation professionnelle. Le SAFEP, qui se tient pour la 4e fois, a donc installé ses quartiers ici au Palais des Sports pour 3 jours afin de favoriser la rencontre entre entreprises et jeunes diplômés ainsi que des centres ou écoles de formation. Il est le lieu où nous discutons et formulons nos propositions en matière de politique de la formation continue, et aussi les cadres de rencontres conviviales, d'offres d'opportunités et de mise en relation des employeurs avec les demandeurs d'emploi. Nous exigeons des débats très fructueux, des débats approfondis pour qu'ils sortent des résultats vraiment qui puissent être profitables pour l'intérêt de l'emploi et de la formation professionnelle. Le SAFEP offre l'opportunité d'orienter les jeunes vers les filières porteuses ou encore les aider à prendre des initiatives d'auto-emploi, ce qui explique la présence de certaines structures comme l'ANPE et l'APEJ. Nous proposons en fait un package de services aux jeunes où le jeune a la possibilité de renforcer son employabilité sur le marché du travail, donc à travers le stage de formation professionnelle, à travers le stage de qualification, à travers l'apprentissage, la reconversion, les chantiers écoles, IMO, j'en passe. Également, en fait, nous donnons la possibilité en fait, aux jeunes de développer leur esprit d'entreprise. On nous laisse sur nous-mêmes. On ne peut pas faire une filière qui ne donne pas tout de suite l'emploi. Maintenant, s'il y a toujours de tels salons, ça nous permet au moins de savoir qu'il y a tel et tel domaine qui nous permet d'avoir l'emploi tout de suite. Selon ses initiateurs, le Salon de l'emploi et de la formation professionnelle est une contribution à la promotion du secteur de l'emploi au Mali. Le SAFEP 2017 fera donc le point des acquis des 3 dernières éditions. Parlons santé, aptitude et inaptitude dans les armées et les services. C'est le thème des 4e journées scientifiques de médecine militaire du Mali. Ces journées sont couplées avec le premier congrès de la Société malienne de médecine militaire. Les experts maliens et étrangers devront échanger sur la promotion de la santé militaire au Mali. Reportage Moussa Fani. Ces journées scientifiques offrent une opportunité aux forces armées d'échanger et discuter de la prise en charge sanitaire de nos militaires. Selon les hommes en uniforme, avoir de forces armées professionnelles suppose des services de santé efficaces. Pour la hiérarchie militaire, il est nécessaire de construire un hôpital militaire qui s'occupe de la santé des forces armées et de sécurité. Tout ce personnel de qualité ne demande qu'une seule chose, la création effective d'un hôpital militaire. C'est un cadre idéal d'épanouissement professionnel, mais aussi véritable arme décisionnelle et de fierté pour les pouvoirs publics et politiques, au-delà des garanties de sécurité, de confiance et de discrétion. Aujourd'hui, on exige de nous beaucoup de qualité dans le service rendu aux populations. Et seule la formation continue peut assurer une certaine maintenance des capacités. Le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants a réitéré la disponibilité du département pour l'accompagnement des forces armées et de sécurité. Le thème retenu de ces journées scientifiques est aptitude et inaptitude dans les armées et les services. La tenue des 4e journées scientifiques de médecine militaire et du premier congrès de la Société malienne de médecine militaire est un signe de maturité pour la DCSA. Nous espérons que de vos échanges sortiront des résolutions fortes. Les experts maliens et étrangers échangeront sur leur expérience pour la promotion de la santé militaire au Mali. A rappeler que certains pays voisins prennent part à ces journées scientifiques militaires. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Niger. Cela s'appelle Silence Radio. 47 radios privées en situation irrégulière recevront dans les jours à venir leurs décisions de fermeture et cette mesure de mise en ordre se poursuivra dans les 6 prochains mois pour tous les services de communication audiovisuelle. L'annonce a été faite ce matin par le président de la Haute Autorité de la Communication HAC à l'occasion de l'ouverture officielle de la première session ordinaire 2017 de la structure. Cette session, qualifiée de celle de la consolidation des acquis, permettra aux 9 membres pendant un mois de peaufiner les lois comme celles portant régime et délit de presse, entre autres. Reportage Modibo Mariko. La session de la HAC, Haute Autorité de la Communication, où c'est la véritable mise en ordre du secteur de l'audiovisuel. Et à la matière, les premières mesures tombent et sont loin de faire des erreurs. Des mises en demeure ont été envoyées depuis le 4 novembre 2016 aux radios privées en situation irrégulière. Il s'agit des radios qui émettent sans autorisation, des radios qui ont changé de site, des radios qui ont changé de fréquence
ou de promoteurs. D'ici à la fin des travaux de la présente session, 47 radios privées auront reçu des décisions de fermeture. Dans les 6 prochains mois, la mise en œuvre des résolutions issues de la précédente session de la HAC se poursuivra pour tous les services de communication audiovisuelle entendus à radio et télévision. La HAC, selon son président, consolidera les acquis par la rélecture des textes. C'est portant régime et délit de presse, les cartes et l'aide à la presse, sans oublier la loi régissant la publicité, seront passées au peigne fin. L'adoption de cette loi permettra d'assainir le secteur de la publicité qui compte aujourd'hui plus de 300 agences, mais dont seulement une dizaine répond aux attentes des usagers. Des activités qui concourent à la mise en ordre du secteur de l'espace médiatique audiovisuel. Une mission lourde dont l'accomplissement nécessite des mesures urgentes. Il est urgent de doter la Haute Autorité de la Communication d'un siège et de véhicules pour l'accomplissement de sa mission. Il est également urgent d'équiper la Haute Autorité de la Communication d'un centre de monitoring et de contrôle sans lequel sa mission sera quasiment impossible. Il est enfin urgent de prendre en charge les salaires et les autres avantages du personnel d'appui de la Haute Autorité de la Communication, dont certains sont en service depuis mars 2016. Les 9 membres auront ainsi un mois pour identifier et peaufiner leur mode d'action et d'intervention dans un monde qui en a besoin et urgemment. Toujours dans le domaine de la communication, passation donc de service également au ministère de l'économie numérique et de la communication entre Maître Mountaga Tall et M. Aruna Modibo Touré, le tout nouveau ministre. Lancement du projet de construction de 5 silos de céréales d'un coût de réalisation de 1,8 milliard de francs CFA. Ce financement japonais vise à préserver la sécurité alimentaire au Mali, nous dit Nyanya Aliou Traoré. Le Japon renforce le dispositif national de sécurité alimentaire. Le pays du soleil levant finance à hauteur de plus d'1 milliard de nos francs la construction de 5 silos de stockage de graines de maïs dans les localités de Sikasso, Buguni, Kadjolo, Koutiala et Djoila. Depuis les années 1970, le Japon appuie le Mali dans le domaine de l'assistance alimentaire. L'objectif global de ce projet est d'appuyer les efforts du gouvernement de Mali visant à renforcer sa sécurité alimentaire par une meilleure conservation des stocks de maïs. C'est dans 6 mois exactement que seront construits ces 5 silos de stockage. Une construction qui tombe à point nommé. Notre pays ne dispose pas en effet d'infrastructures adéquates pour l'entreposage du maïs à des normes spécifiques. Ce projet jette ainsi les bases d'un accroissement substantiel des capacités de stockage de l'Office des produits agricoles du Mali en lui permettant désormais d'inclure le maïs dans le stock national de sécurité alimentaire dans un premier temps et dans un second temps favoriser sa transformation. Le ministre-commissaire Oumar Ibrahim Touré dira qu'environ 2 millions de personnes bénéficieront directement de ces installations. À Ouabaria, chef-lieu de la commune de Gounzouré, dans le cercle de Gao, du projet de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali. L'objectif visé est de minimiser les impacts des sécheresses et de la famine qui freinent les progrès économiques et sociaux. Reportage Aliou Idrissa Maïga. Le projet de renforcement de résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali, PRIA, vise à minimiser l'impact des sécheresses et de la famine sur les populations et les progrès économiques et sociaux émanant d'une décennie de croissance économique positive. Les bénéficiaires ont été identifiés par les collectivités. C'est pour les aider vraiment à relancer vraiment les activités de production. Ce projet permettra d'asseoir les bases des mécanismes de financement durable pour le règlement des déficits alimentaires et fourragers et renforcer la résilience des pasteurs, agriculteurs, agropasteurs et pêcheurs par la mise à disposition de petits ruminants. Il y a beaucoup de diminués dans les villages et donc continuer encore à donner davantage encore. 220 caprins, dont 176 femelles et 44 mâles seront octroyés aux ménages vulnérables
des 5 communes du SEC de Gao, à savoir Gounzouré, Souni Alibert, Gabero, Tilemsi et Intil. Le PRIA est un projet du gouvernement de la République du Mali, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Des vendeuses de poissons du marché de Médine ont reçu des équipements pour la vente et la conservation de poissons frais. Un lot d'équipements d'une valeur de près de 900 000 francs CFA, un don du projet Djegé Nidjaba. Oui, je ne me trompe pas, Djegé Nidjaba. Un appui donc fait à ces femmes dans le cadre du partenariat entre la direction régionale de la pêche et le dit projet. Donc là, c'était là un lot d'équipement d'une valeur de près de 900 000 francs CFA, un don du projet Djegé Nidjaba. Voilà les femmes de Médine, du marché de Médine, qui ont reçu ces équipements du projet Djegé Nidjaba. Voilà un projet pour quand même une initiative pour appuyer les femmes. En 5e région Padine 2, programme d'aménagement du delta intérieur du Niger et dans le Sourou a réalisé en 2016 plusieurs activités relatives à l'aménagement des périmètres, au renforcement des capacités des organisations bénéficiaires du projet et à la réalisation de la digue de Mopti, entre autres. Le projet entend également réaliser de grands chantiers en 2017. Reportage Boubacar Sankari. Plus d'1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant prévu en 2017 pour la réalisation des activités du Padine 2, programme d'aménagement du delta intérieur du Niger et dans le Sourou dans la région de Mopti. Il s'agit entre autres des aménagements des périmètres irrigués villageois dans 5 communes de la région et de la construction des magasins de conservation et de transformation des produits maraîchers. Padine 2 a continué ses actions. D'abord l'aménagement de la digue route de Mopti. Padine 2 a continué le renforcement des capacités des communautés pour la sécurité alimentaire et la résilience. Et par rapport à ça, c'est l'accompagnement des MJT, Mousso Gadigiaton, qui regroupe les femmes, mais également l'aménagement des jardins maraîchers pour permettre à ces femmes de produire et de pouvoir faire face à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces résultats sont obtenus grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Mopti est le creuset des actions de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas avec plus de 18 milliards dans 8 programmes, dont Padine qui fait environ 7 milliards à lui seul. Et sans compter 8 autres projets nationaux qui couvrent la région de Mopti aussi. Vous devrez sans complaisance analyser la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain, une analyse des difficultés et faire des propositions de solutions idoines. Le Padine 2 est un projet de Kermali qui lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans la région de Mopti. Il intervient dans 24 communes des cercles de Djéné, Ténenkou, Mopti et Bankas. Le désenclavement du Mali reste une des priorités du programme présidentiel. La route Benema-Mandiakoui est un axe important pour l'économie de la région de Ségou, ainsi que l'échangeur multiple du carrefour de Markala. Les travaux de ces deux chantiers avancent bien, malgré quelques retards observés. Envoyés spéciaux, Mamadou Fani, Moulay Sidibé. L'une des promesses présidentielles en matière d'infrastructures routières reste sans nul doute la réalisation de la route Benena-Mandiakoui dans la région de Ségou. En se rendant sur le site de ce chantier, Traoré Seynabou Diop voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Un corridor d'importance capitale pour l'économie de la région. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que ça avance à pas d'escargot. Aujourd'hui, cette fois-ci, je suis un peu mitigé quant aux résultats. Mais après les réunions que nous avons eues et les concertations que nous venons d'avoir, il semble que nous avons encore la possibilité de rattraper ce retard et nous ne sommes pas tout à fait sur le chemin critique. Ce qui veut dire que le délai de 12 mois peut être encore tenu. L'échangeur de Ségou est aussi un des projets phares du programme présidentiel. Ici, Seynabou Diop a constaté le progrès réalisé par l'entreprise en charge des travaux, malgré un retard accusé pour le démarrage. Nous avons été très inquiets sur ce chantier. Les piles ne sortaient pas, le travail n'avançait pas à souhait. Et le délai courait. Aujourd'hui, ils ont quand même réduit l'écart. Nous avons pu monter déjà sur le début du tablier. Ça veut dire qu'ils sont en train de terminer. Nous allons avoir sûrement un retard de 2 à 3 mois à essayer de rattraper. Un projet vraiment innovateur de la ville de Ségou, alors, qui va permettre non seulement à faciliter vraiment la circulation au niveau de la ville de Ségou, alors, mais le départ vers les autres villes de la région de Ségou, voire même les villes qui font frontière avec le Mali.
Donc aujourd'hui, l'état d'avancement des travaux est vraiment satisfaisant. Avec la réalisation de toutes ces infrastructures, le Mali assure ainsi son désenclavement intérieur et extérieur en luttant contre la pauvreté des communautés rurales tout en facilitant l'accès aux centres de commercialisation des produits agricoles. Une belle vue de Ségou. Infrastructure toujours, plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant investi par l'Union européenne dans le renforcement des capacités du Conseil régional de Ségou pour la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation d'investissements. Et c'est Foussé Nissamake qui nous en parle. La signature de ces actes notariés marque le transfert de la gestion des infrastructures du Conseil régional aux communes bénéficiaires pour le renforcement de leurs capacités dans la maîtrise d'ouvrages structurant le développement économique régional. Un partenariat entre l'Union européenne et le Conseil régional de Ségou pour un coût total de 1,48 milliard de francs CFA investis dans les filières bétail-viande et tomates échalotes. Aujourd'hui, nous entamons une étape très cruciale du processus qui met en jeu toute la crédibilité et la bonne gouvernance des collectivités en matière de gestion des infrastructures et équipements marchands. Des actes notariés de transfert de la gestion de ces infrastructures et équipements aux bénéficiaires pour répondre ainsi à un engagement contractuel entre l'Union européenne et nous, collectivités. L'infrastructure a été réalisée et les équipements sont sur place. Et je pense qu'avec l'acte notarié, que la convention a été signée ce matin. Donc ça va faire un ouf de soulagement. Rassurez-vous, il y aura bon usage. D'abord, les acteurs eux-mêmes qui ont participé à cette procédure sont même précis. Notons que ces actes donneront tous les pouvoirs aux communes bénéficiaires de gérer ces infrastructures afin d'offrir des services de qualité aux populations de leurs localités respectives. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali vient de remettre aux forces armées maliennes à Tombouctou un nouveau checkpoint. Cet édifice est situé à la sortie nord-ouest de la ville et va contribuer à renforcer la sécurité à Tombouctou. Reportage Najim Baba Sissé. Ce nouveau dispositif sécuritaire n'est qu'un échantillon de 5 autres qui seront délivrés à nos forces armées dans les tout prochains jours. Il est un don de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ces 6 checkpoints qui coûteront environ 128 millions de francs CFA permettront aux forces armées d'assurer désormais la sécurité aux entrées de la cité de 333 Saint. Afin d'empêcher d'éventuelles incursions terroristes dans la ville de Tombouctou, ce projet avait été élaboré et avec pour objectif de renforcer le dispositif sécuritaire en vue de permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer dans un environnement sain et protégé pour donner le meilleur d'eux et pour le sacrifice ultime. Il est aux normes, donc il est conforme et il permet effectivement d'améliorer la protection de nos soldats. Partant de là, ça permet également de renforcer la sécurité de la ville de Tombouctou. Les travaux ont été exécutés par les contingents bandéens du Burkina Faso. Ce dont, au dire des autorités politico-administratives, vient à point nommé, en ce sens qu'il permet désormais aux forces engagées sur le théâtre des opérations de contrôler les différents mouvements des ennemis de la paix. Voyage à Dakar, c'est le titre d'une exposition qui a ouvert ses portes le week-end dernier à la galerie Médina de Bamako. Cette exposition conjointe Sénégal-Mali est organisée en partenariat avec la société Eiffage. Maud Soirée pour les détails. 11 artistes plasticiens maliens à la Biennale de Dakar. 5 artistes de Dakar invités au Mali entre mai 2016 et avril 2017. Voilà le concept de cette exposition intitulée Voyage à Dakar. Ces artistes se retrouvent donc dans notre capitale pour témoigner de leur expérience autour de ce projet fédérateur qui marque le nouveau départ de la Galerie Médina de Bamako. Avec le partenariat avec Eiffage, ils nous ont beaucoup aidés à rénover un peu la galerie et puis mettre ça vraiment aux normes internationales parce qu'on voudrait que la galerie soit une des top 5 galeries de la sous-région. C'est pour que ces artistes se parlent, que ces artistes comparent leurs œuvres et qu'on puisse voir sur le même mur un artiste, un peintre contemporain sénégalais, un peintre contemporain malien, et que l'on voit un petit peu la différence, qui n'est pas une différence dans le mauvais sens, qui est une différence dans la qualité.
La société Eiffage, initiatrice de la Biennale artistique de Dakar, accompagne à travers cette exposition des artistes sénégalais issus de la diversité et de l'expression artistique de leur pays. J'expose des toiles qui parlent de mon imaginaire en fait. Tous les personnages sont imaginaires, ils sont en train de danser, ils sont en harmonie. Et il y a beaucoup de couleurs, si vous voyez bien, il y a beaucoup de couleurs et ils sont en harmonie et ils dansent. On peut même dire que c'est des danses rituelles. Ici, j'ai voulu montrer qu'il y avait d'autres palettes que j'ai employées, des palettes chromatiques, des palettes de matériaux différents, mais qui sont du Mali, parce que c'est ce qui est important. Le voyage à Dakar, une exposition d'art plastique qui se poursuit jusqu'au 30 avril prochain, marque donc le retour des artistes maliens au Bercail. Un retour riche d'expériences et de partages magnifiés par la fusion entre toile et sculpture. Ce communiqué à présent, le maire du district de Bamako a l'honneur de rappeler la population de la poursuite des travaux d'installation des équipements de l'éclairage public intelligent sur le pont des Martyrs. Dans un souci d'assurer aux travaux une grande quiétude, la circulation y sera interdite dans les nuits du samedi 15 et du dimanche 16 avril 2017 de 23h à 6h du matin. C'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Allah bénisse le Mali.